Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et du coup c'était les vacances donc on est de retour pour la rentrée et on va essayer de voir ensemble des nouvelles choses, d'apprendre pas mal de nouveautés. Et aujourd'hui c'est un petit tuto sur le routing sur Next.js. En fait, je l'ai pas mal utilisé depuis ces derniers mois et il y a plein de fonctionnalités dessus. Et je me rends compte qu'en parlant avec des devs, c'est souvent mal compris et qu'il y a du coup tellement de façons d'organiser son routing dans l'application qu'on s'y perd et c'est parfois mal fait. Et je trouve que ça apporte du coup une vraie alternative à ce que fait d'autres librairies comme React Router DOM où du coup la pagination n'est pas, enfin l'organisation des pages n'est pas faite de la même façon par fichier. Et aujourd'hui on va faire un petit parcours des différentes fonctionnalités que propose Next.js Routing pour voir tout ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller et à travers différents exemples comment on peut organiser notre application pour qu'elle soit très stable, bien séparée et bien organisée au niveau des pages. Donc c'est parti, on va passer tout de suite à l'exemple. Alors, en introduction rapide, Next.js, pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être des personnes découvrent, c'est un framework React, donc c'est une couche qui est au-dessus de React, qui facilite pas mal de choses, c'est-à-dire des outils qu'on n'a pas en React intégré, par exemple la gestion du cache, la gestion des routes, que je vais vous présenter aujourd'hui, et plein d'autres mécanismes sur l'accessibilité, le SEO et d'autres outils qui sont du coup intégrés directement dans Next. Donc ça revient au même quand on maîtrise React, on peut facilement aller sur Next.js. Et pour illustrer du coup la démo d'aujourd'hui sur le routing, j'ai juste créé une application React basique en utilisant leur CLI, donc qui est npx create next app, qui démarre du coup une application basique avec le système de routing. Et pour ceux qui connaissent du coup Next.js, il y a deux façons de router, donc il y a le app router et le page router. Le page router n'est plus utilisé, donc on utilise maintenant app par défaut dans toutes les applications. C'est pour ça que ce tuto va utiliser du coup le app router. Donc c'est parti, je vous montre du coup la mini application que j'ai codée pour vous et qui va illustrer du coup les différents exemples qu'on va suivre. Donc l'application est ici. Quand on arrive sur une application Next.js, je vais vous montrer la structure rapidement. On a du coup un projet tout ce qui est de plus basique avec deux fichiers à la racine. Le premier qui est le layout. Le layout, c'est un des fichiers de routing de Next.js. Il va contenir du coup la base du projet, c'est-à-dire par exemple là dans le setup, là j'ai juste démarré le projet, il va importer des fontes et il va encapsuler notre app sous la div HTML et ouvrir un body. Donc on est vraiment à la racine de l'application dans le layout parent. Et à l'intérieur, on a page, donc page, ce sera le children qui va être rendu ici. Et là, j'ai tout le code qui se charge de la démo. Donc je vais vous montrer simplement comment on va passer d'étape en étape. Donc première chose, je suis sur la racine ici. Ce que je vais devoir faire dans un premier temps, c'est créer une route statique. Donc je veux créer la page About. Pour créer le page About, c'est très simple. Donc c'est la première règle dans Next.js. On va créer un dossier About et à l'intérieur, on va créer un page.tsx. Next.js va comprendre directement qu'on a créé une nouvelle page sous l'URL /about. En fait, il fait du file system routing. Grâce au fichier, il crée les routes. Donc là, j'ai juste un composant basique, une page about super simple. Et si je retourne dans mon application, je vais cliquer sur la route statique. Je suis redirigé sur la page about et j'ai ma page qui se charge avec le texte que j'ai mis à l'écran. Je peux faire précédent et revenir sur la page d'accueil. Donc ça, c'est le premier exemple tout simple où on voit comment créer une page. On peut créer du coup autant de pages qu'on veut. À chaque fois, on crée un nouveau dossier et une nouvelle page. Et on peut du coup avoir différentes pages pour rendre différents éléments à l'écran. Deuxième élément important, Next.js utilise des noms de fichiers précis dans nos systèmes de pages. Je vous montre un exemple. Ici, j'ai une nouvelle page dashboard. Donc dans dashboard, à l'intérieur, j'ai une page.tsx. Cette page ici rend un faux dashboard. Donc je vais vous montrer à l'écran un faux dashboard qui est ici. Donc on va retourner sur l'application et je vais afficher le dashboard. Donc je charge mon dashboard et mon dashboard s'affiche ici. Les composants de Next.js sont des composants qui peuvent être synchrones ou asynchrones. Si je prends l'exemple de la page About que j'ai créée, ici, je vais retirer le A5, c'est une page synchrone. Elle va s'afficher directement, il n'y a pas de calcul à faire.
Par contre, dans la page dashboard, c'est un composant asynchrone. J'ai spécifié ça en ajoutant le mot-clé async. Et pourquoi il est asynchrone? C'est parce qu'il y a du calcul côté serveur. Pour afficher les données du dashboard, on a une méthode ici qui va faire une récupération depuis l'API. Et donc cette méthode-là simule un timeout de 2 secondes, donc on va attendre 2 secondes et ensuite retourner les résultats. Ça simule en fait qu'on a du coup du temps d'attente avant que le dashboard s'affiche. Et ce qu'on a vu dans notre interface, c'est qu'en cliquant sur le bouton dashboard ici, on attend, j'ai cliqué, il y a un petit temps d'attente et ensuite la page s'affiche. Parce que Next.js attend que les données soient chargées avant d'afficher la page. Donc on a un état grâce au routing qui permet d'avoir un loader qui s'affiche en utilisant toujours ce file system routing. Pour afficher ce loader là, on a juste à créer dans notre dossier un composant qui s'appelle loading.tsx. Donc comment il va fonctionner? Il va regarder du coup, ok, je dois rendre cette page. Qu'est-ce qu'elle fait cette page? Elle fait un appel asynchrone. Ok, donc il y a un appel asynchrone. Est-ce qu'il y a un loading à côté? Oui, il y a un loading. Donc Next.js va se charger de rendre le loading en attendant que les données se chargent pour afficher l'écran. Et sur le loader, on peut mettre tout n'importe quoi, un loader global, un loader en skeleton. On peut avoir différents types de loaders. Et du coup, ça rend à l'écran, donc c'est beaucoup plus simple. Si je retourne sur mon application, où j'ai ajouté mon loader, je vais du coup cliquer sur le dashboard. Et là, je vois que j'ai un loader qui s'affiche et qu'ensuite les données s'affichent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les données sont vraiment bien splittées. On a notre composant qui va se charger d'afficher les données et un loader qui est dans un fichier à côté qui va du coup ne pas être dépendant du tout au composant et va être vraiment isolé dans une couche à part pour pouvoir afficher les données en 2 temps. Donc ça, c'était la partie loading. Donc on a le composant page, le composant loading qui est important et que j'utilise de plus en plus pour avoir des applications qui sont bien plus dynamiques et fluides. Et on va du coup regarder le troisième exemple qui est la liste de produits. Donc la liste de produits, c'est tout simplement les routes imbriquées. Donc, je vais vous montrer ça simplement. En fait, là, on a du coup une liste de produits qui s'affiche et sur chaque produit, on va pouvoir cliquer dessus et avoir le détail du produit qui est là. Donc grâce à ça, en fait, c'est tout simple, ça reprend exactement la même logique que la page About. On a notre produit ici, et à l'intérieur, on a la page produit qui correspond à la liste de tous les produits, qu'on a vu juste avant. Et à l'intérieur, on va pouvoir spécifier à Next qu'il y a un paramètre dynamique. Si je reprends le code ici, on voit que dans l'URL, on a le nom du produit qui s'affiche. Et Next.js va être capable du coup de dire que cette propriété, c'est pas une page statique comme la page About, qui va ne pas bouger, mais ça va être une propriété dynamique. Et ce qu'on va voir, c'est que dans notre code ici, ID se comporte comme une page classique, donc à l'intérieur, on a un page.tsx, on pourrait très bien mettre un loading aussi, pour avoir du coup le produit qui affiche un temps de chargement. Et en fait, comment on récupère le produit? On a accès aux params ici. Donc on peut récupérer l'ID du produit, et qu'en fait là, pour simuler l'exemple, c'est que j'ai juste recréer un tableau de produits. Donc là, j'ai repris le tableau de produits. Normalement, on est censé aller chercher produit dans notre base de données avec un loader exactement. Et en récupérant le produit via l'ID, j'arrive à afficher à l'écran toutes les informations. Si vous avez été attentif, vous avez vu qu'en chargeant les produits ici, on a un petit loader aussi. Donc ça, c'est pareil, il y a un loading au niveau des produits qui affiche un skeleton. Donc pareil, parce que j'ai rajouté pour faire semblant que je mettais 2-3 secondes à charger les produits. Et ça permet du coup d'avoir cet effet de loader sur les produits qui est toujours plus agréable quand on charge une application. Donc ça, c'était vraiment la vue produit/ID. Donc c'est vraiment les routes incrémentées avec un param puis un second param derrière. Donc on a vu les routes statiques, les chargements, les listes de produits et la route dynamique. Donc sur la route dynamique, c'est ce que je vais vous montrer, on peut y accéder directement. Donc là, je peux accéder tout de suite à l'ID de mon produit. Je ne suis pas obligé de passer par une page intermédiaire. Et il y a un élément important que je voulais vous partager. Quand on a du coup 2 pages qui sont imbriquées, souvent, c'est qu'elles partagent de la logique commune. En se rendant sur la page de détail de notre produit, on a du coup une fonctionnalité que je voulais vous présenter où on a ce système de pages dépendantes. On a le produit et le détail du produit. Ce qui arrive souvent, c'est que c'est très bien l'exemple d'un site e-commerce où on a en haut une barre de navigation
qui est vraiment relative à ces deux pages. Et pour faire ça, on a un moyen très simple, c'est en réutilisant une fonctionnalité que je vous ai montré un peu plus tôt, qui est le layout. Donc on a vu qu'on avait un layout parent, mais on peut avoir un layout localisé. Par exemple, si je mets un layout ici, qui est du coup juste dans le dossier product, il va s'appliquer à tous les sous-pages qui sont sous-product. Donc c'est-à-dire que là, je vais dire que pour ma page produit, j'aimerais bien afficher une navbar. Donc imaginons, je mets une navbar ici. Normalement, mon composant là, parent, va du coup rendre la navbar. À l'intérieur, va rendre le children, c'est-à-dire la page ici. Et ensuite, tous les enfants, donc les product/id, aura le composant navbar. Donc on va vérifier que tout marche bien. On a navbar qui s'affiche ici. Et on a navbar normalement qui s'affiche quand on est sur la page produit. Donc c'est super cool. Je vais juste utiliser une navbar un tout petit peu plus jolie que j'ai rapidement copié-collé. À l'écran, on a vraiment le comportement d'un site e-commerce. On a une navbar avec un panier. Et quand on navigue sur le détail de page, on a toujours notre navbar qui est gérée par le layout parent. Et ça permet d'avoir des UI vraiment composables avec des layouts parents pour des dashboards, par exemple des sidebars ou des barres principales, et à l'intérieur des sous-éléments. Et du coup, on peut découper notre site plus facilement grâce à ce système de layout page et sous-page pour avoir de découpage code plus clair, et on arrive à faire beaucoup plus de choses. Donc ça, c'était pour la partie produit ID/ID. Donc on en est bon pour les routes dynamiques. On va passer aux routes dynamiques imbriquées. Donc les routes dynamiques imbriquées, c'est quand on a des URL qui sont un peu plus à rallonge, style WordPress. Sur WordPress, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des URL de type année/mois/ le nom de l'article. Ça peut être utilisé pour le SEO, ça peut être utilisé pour plein de raisons, quand on va avoir des URL vraiment complexes, et on veut pouvoir du coup catcher les différents segments de l'URL. Donc pour faire ça, on a dans l'URL, au lieu de mettre le crochet ID, on peut faire le crochet 3 petits points slug. Ça veut dire à Next.js qu'il peut y avoir plusieurs slash dans l'URL. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. Ici, je suis sur un exemple d'article qui est /blog/2024/12/ mon article. Et moi, je veux retrouver du coup l'article que j'ai sélectionné. Si je recharge ma page, je vais du coup retourner sur la page de mon blog. Ici, j'ai plusieurs articles qui ont des URL assez complexes. Donc 2024/12/ l'URL d'un article. Et comment j'ai catché du coup cette URL, c'est grâce aux 3 petits points. Ici, pour vous montrer dans le code ce que ça rend, c'est que on a du coup notre page qui est blog/slug. Alors je vais juste refermer un peu les onglets parce que on a les autres exemples de démo qui sont encore ouverts et ça me dérange un peu. Et du coup, on a les params de la route. Donc Next.js injecte dans les pages plusieurs params. Par exemple, il injecte le slug. Le slug, ça correspond, là je l'ai nommé, donc j'ai dit que c'est le slug. C'est la liste de tout le pass. Et nous, on va juste join le pass et récupérer l'article correspondant. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir catcher un long passe dans l'URL pour retourner du coup un article de blog. Donc c'est surtout utile au SEO. Moi je n'utilise pas trop en tout cas, mais ça permet d'avoir cette gestion de catch-all pour être sûr qu'on a bien une route et potentiellement de rediriger vers un fallback si jamais on n'a pas l'article qui a été trouvé. Donc c'est un cas spécifique, moi je suis plutôt dans le système /product/id, les routes avec des params dans l'URL, mais je sais que pour la partie édition et blog, j'ai des collègues qui l'utilisent. Donc voilà, c'est à connaître et ça permet quand même de résoudre certains cas. On va passer au thème suivant qui est les paramètres de requête. Donc les paramètres de requête, comme je vous disais, on peut passer du coup des params qui sont les ID ici et on peut passer aussi des query params. Donc Next.js gère en interne les query params et la façon dont on les récupère. Donc si je vous montre l'exemple, donc là je suis sur une page de dashboard et il y a des tabs ici. Donc on peut voir que les tabs ici, on est sur le tabs post que je lui ai indiqué. Et si je change de tabs, je vais pouvoir récupérer le query param dans l'URL et afficher autre chose. Comment on gère ça dans le code? C'est plutôt simple. Si je me rends dans la partie détail d'un utilisateur ici, je récupère du coup les search param et j'ai le tab ici. Donc le tab, je vais pouvoir lui dire que ça va être, c'est l'active table et je peux le changer.
Donc en le changeant, en cliquant en fait sur un tab, je vais juste rediriger vers une nouvelle URL. Donc j'ai même pas de gestion d'état. Avant j'ai géré ça avec des states. Donc on demandait passe à ce state là pour activer le tab en cours. Là en fait on va pouvoir gérer l'état de notre application dans l'URL. C'est ça que je trouve qui est vraiment incroyable. On a du coup un composant qui est vraiment simple, qu'une div et des constantes. On n'a plus de use state qui permet de gérer ça. Et on peut simplement, grâce à nos tabs, rediriger vers une partie de l'application ou l'autre. Donc c'est très utile. On voit qu'on peut combiner du coup les pages avec ID et les tabs à l'intérieur. Donc c'est un mécanisme à connaître et on récupère ça grâce au Search Params qui est injecté automatiquement par Next.js. Topic suivant, on rentre dans des topics un petit peu plus compliqués, mais c'est la complexité qui fait qu'on est très flexible après. La gestion des erreurs. Donc il peut arriver pour X ou Y raison qu'une page tombe en erreur. Donc quand on n'a pas géré notre erreur, on va avoir une grosse page blanche ou une application, on va avoir une application erreur qui va s'afficher pas très clean. Mais nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut gérer ça correctement. Donc comment on gère ça correctement? On a un nouveau nom de fichier clé. Donc je vais les appeler les noms de fichiers clés. Le premier c'était layout, on a page, on a loading et on a le fichier error.tsx. Donc je vous montre rapidement l'exemple. On a une page simple qui s'affiche, qui attend pendant une seconde et qui a ensuite une chance sur deux de fail. Donc si jamais elle fail, on va throw une erreur. Et si jamais on n'avait pas de fichier error.tsx, je vais vous montrer ce que ça rend. Je vais rendre l'erreur basiquement en cassant mon application, de faire un throw error dans mon code React, ce qui peut arriver si on appelle une API externe ou une lib. Donc je vais aller sur ma page gestion d'erreur, je clique dessus, et j'ai un gros message d'erreur horrible. Il me dit qu'il n'arrive pas à récupérer les informations. Voilà, donc pas clean du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre fichier error.tsx. Je vais le rafficher à l'écran. Et pour la démo, on va dire que l'erreur se produit à tous les coups. Et dernière chose très cool, c'est qu'on peut combiner dans un même fichier, dans un même dossier, plusieurs fichiers clés Next.js. Si je reprends par exemple là, donc je vais juste vous afficher à l'écran la page d'erreur, donc je retourne sur ma gestion d'erreur, et on voit qu'on a une page d'erreur qui est plutôt claire, qui nous affiche que quelque chose s'est mal passé. On peut récupérer, je vous montre juste la page erreur ici. Je vais récupérer dans la page erreur l'erreur qui a été passée en paramètre. Donc Next.js nous injecte directement l'erreur, donc on peut l'afficher à l'écran, l'utilisateur, et ça permet d'avoir une UI clean. Si vous avez remarqué, il y avait un temps d'attente d'une seconde. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut combiner, comme je vous ai dit, les différentes pages clés. Donc je vais reprendre mon loading que j'ai dans le dashboard. Par exemple, dans le dashboard, j'avais un fichier de loading qui fait semblant qu'on charge un dashboard. Et je vais l'ajouter à ma page error démo. Donc là, ce que je m'attends à voir, c'est attendre 2 secondes qu'on récupère des données de l'API. Ensuite, une erreur survient. Donc on verra le loader et ensuite la page d'erreur va s'afficher. Donc on va vérifier que tout fonctionne correctement. Si je me rends sur ma page d'erreur, on charge quelque chose, une erreur s'est produite et on a l'erreur qui s'affiche. On a géré ça en séparant bien la logique par le loading, par l'erreur et par la page. Et si jamais je vous montre que ma page marche en fait, donc si jamais je passe ça à false et que je vais rendre du coup le contenu de ma page, donc ici on a bien le loading qui s'affiche et on a la page qui se rend. Voilà, tout s'est bien passé. On a notre dashboard qui s'affiche correctement, sans erreur. Donc ça, c'était la gestion d'erreur avec le nouveau fichier clé. On passe à l'avant-dernière partie qui est les routes parallèles. Donc les routes parallèles, c'est un sujet un petit peu plus compliqué, mais bien expliqué, vous allez voir que ça fait vraiment plein de choses dans une application. Donc pour faire simple, je vous montre comment on les gère. On peut du coup avoir la même logique qu'on a par page, mais pour des éléments de page. Donc si je me rends sur la route parallèle ici, on a du coup toujours une page, ici, parallèle page, et on a un layout. Ce layout va dire que sur notre page globale, on a des éléments qui sont du coup des bouts de la page, mais qui doivent se comporter comme des pages. Je m'explique. Ici, on a le bout Analytics. Donc là, ici, je vais aller à l'endroit Analytics. On rend une div qui s'appelle Analytics. Cette Analytics a les mêmes propriétés qu'une page. C'est-à-dire qu'elle va avoir du coup un page.tsx pour charger la data et aussi un loading. Elle va pouvoir du coup avoir un loader uniquement ciblé à cette partie de la page.
Ça permet de faire du lazy loading sur une page, c'est-à-dire que la page elle peut se rendre dans son entièreté avec des éléments qui sont en train de récupérer des données et avoir du coup les éléments qui s'affichent au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer ce que ça rend tout de suite. Si je me rends sur ma route parallèle, on a ma page qui se charge et on a des éléments qui se sont chargés au fur et à mesure. Pour avoir ce système de chargement différé, on utilise les slots. En fait, c'est une nomenclature pareille comme le page, comme le loading, comme l'erreur. On préfixe ça par un arrobas et du coup, on peut avoir différents éléments dans la page. Donc ici, on voit qu'on a l'élément analytics et l'élément team qui sont complètement séparés, qui se chargent de façon vraiment isolée et qui ont du coup leur propre état interne. Donc, il peut y avoir aussi une erreur et du coup, on aura le composant qui va s'afficher clairement en erreur, mais le reste de la page va se rendre correctement. Donc c'est pour ça que c'est très cool. Je vais juste augmenter un peu la luminosité de mon ordinateur parce qu'il est en train de faire tout noir. Donc c'était pour la partie slot. Donc c'est vraiment les slots, je vous invite à les utiliser, à les mettre en place parce qu'une fois que vous allez comprendre comment ça marche, vous ne pourrez plus vous en passer. Ça crée vraiment des applications qui sont fluides et modernes et on peut du coup avoir une décomposition plus claire. Un composant gère son loading et son erreur et c'est bien plus simple à mettre en place. Donc voilà pour cette overview un peu sur les routings en Next.js. Il y a pas mal de choses, pas mal de fonctionnalités. Il y en a même quelques-unes que je ne vous ai pas encore montrées. Mais voilà, ça fait de l'écosystème Next.js quelque chose de très utile et pratique pour faire des applications modernes. C'est de plus en plus utilisé. Vous allez sûrement le rencontrer dans vos boulots ou vous allez devoir l'utiliser pour des projets perso ou autres. Et c'est très important de maîtriser ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, de poser des questions ou de mettre des likes. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez d'autres vidéos sur le même thème ou d'autres sujets, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt tout le monde.